Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, animer un groupe de pairs et danse? Est-ce que c'est juste diriger, guider, ou est-ce que c'est quelque chose de bien plus subtil? Allez, on garde ça de plus près. On a souvent cette image du chef d'orchestre, celui qui dirige. Mais en fait, la clé, elle est complètement ailleurs. Le but, ce n'est pas d'occuper les gens, c'est de soutenir un espace vivant d'échange. C'est un vrai changement de regard. On n'est plus un chef, on est un jardinier. On cultive un terrain fertile pour que les gens puissent grandir ensemble. Et pour bien cultiver ce jardin, eh bien, les bonnes intentions, ça ne suffit pas toujours. Il faut des compétences, des méthodes, des outils en fait. Alors pour cette analyse, c'est exactement ce qu'on va faire. On ouvre ensemble la boîte à outils de l'animateur. Premier outil, et c'est vraiment la base, le socle de tout, le plan. Pour qu'une action, que ce soit un atelier complexe ou une simple sortie, ait un vrai sens et un réel impact, il faut qu'elle soit un minimum structurée. C'est là que la méthodologie de projet entre en jeu. Et cette méthode, elle se découpe en 4 phases super logiques. D'abord, il y a le déclencheur. Pourquoi on fait ça? C'est quoi le besoin à la base? Ensuite, l'élaboration. Là, on planifie concrètement, on se fixe des objectifs clairs. Après, la mise en œuvre. On passe à l'action. Et enfin, bien sûr, l'évaluation. Est-ce que ça a marché? Mais le point crucial, c'est que l'évaluation, ce n'est pas juste à la fin. C'est un processus constant. On doit s'ajuster en permanence. Ok, avoir un bon plan, c'est essentiel. Mais une fois qu'on a la structure, il faut insuffler de la vie, un rythme. Un atelier, ce n'est pas une ligne droite et monotone, c'est une vague d'énergie. Et ça, c'est notre deuxième outil. Cette courbe d'intensité, c'est une image parfaite pour comprendre l'idée. C'est un peu la chorégraphie invisible d'une animation réussie. Regardez, on commence par une phase qui monte, la phase dynamisante, c'est l'accueil, l'échauffement. Puis, on entre dans une phase constante, où on maintient l'intérêt. Ensuite vient le point culminant, le moment le plus fort. Et tout à la fin, on a cette phase descendante où on fait redescendre l'énergie tout doucement pour revenir au calme. On arrive maintenant à l'outil le plus vivant, le plus complexe et franchement le plus fascinant, le groupe lui-même. Comprendre la dynamique humaine, c'est juste fondamental. Le but ultime, ce n'est pas de créer un simple rassemblement, c'est de viser ce que les psychosociologues appellent un groupe primaire, c'est-à-dire un lieu où les relations deviennent vraiment personnelles, où il y a de la solidarité, de l'affectivité. C'est un véritable tissu humain qui se tisse, bien plus fort qu'une simple somme d'individus. Mais attention, ce lien très fort, cette belle harmonie, ça peut cacher un piège. Qu'est-ce qui arrive quand tout le monde est tellement sur la même longueur d'onde que le groupe devient trop homogène? C'est là qu'on peut tomber dans ce qu'on appelle l'effet Janis. C'est ce risque quand un groupe cherche tellement le consensus qu'il en oublie de réfléchir et finit par prendre des décisions, médiocres, juste pour ne pas faire de vagues. Pour l'animateur, ça veut dire une chose. Parfois, encourager un avis différent, ce n'est pas créer un conflit, c'est protéger l'intelligence du groupe. Alors, comment on fait de cette diversité une vraie force? Des outils comme l'énéagramme peuvent donner des pistes. Par exemple, une personne avec un profil perfectionniste va être géniale pour aider à structurer un projet. Un profil loyal, lui, c'est un peu le gardien du groupe. Il va anticiper les risques, poser les questions qui fâchent mais qui sont nécessaires. Et le médiateur, bien sûr, il est précieux pour calmer le jeu quand ça chauffe. Le boulot de l'animateur, c'est de reconnaître ses forces pour les valoriser. Mais la dynamique de groupe, ce n'est pas qu'une question de type de personnalité. Il y a une autre force, beaucoup plus subtile et tout aussi puissante, la pression à la conformité. L'expérience de Solomon Asch là-dessus est célèbre, et elle fait un peu froid dans le dos. Le principe est tout simple, on met une personne au milieu de plusieurs complices, et on leur demande de comparer la longueur de plusieurs lignes. Les complices donnent tous, exprès, la mauvaise réponse. La grande question, c'est est-ce que la personne va oser dire ce qu'elle voit vraiment, ou est-ce qu'elle va se ranger à l'avis du groupe? Et le résultat est juste saisissant. 33%, un tiers des participants ont fini par donner la réponse manifestement fausse du groupe. C'est énorme. Et ça nous dit quelque chose de très fort sur ce qui peut se passer dans un groupe de parole. Une personne peut ne pas oser partager son vécu si elle sent qu'il est différent des autres. Le rôle de l'animateur, c'est de créer un espace tellement sécurisant qu'une opinion minoritaire puisse s'exprimer sans peur. On a vu le plein, le rythme, la dynamique humaine. Mais il manque un dernier élément. C'est la clé de voûte, ce qui fait tenir tout le reste. Et ça, c'est la posture même du père aidant animateur. Le point le plus important à retenir, c'est que tous les outils du monde, toutes les techniques, sont complètement inutiles s'ils ne sont pas portés par la bonne attitude. C'est la posture intérieure qui transforme une simple technique en une pratique vraiment humaine et aidante. Alors, c'est quoi cette fameuse posture? Eh bien, c'est d'abord l'horizontalité. On est un père parmi les pairs, pas un sauveur.
C'est le non-jugement total et inconditionnel. C'est poser un cadre clair et rassurant pour tout le monde. C'est aussi savoir utiliser son propre vécu avec justesse pour donner de l'espoir, mais sans jamais tomber dans l'analyse de l'autre. Et enfin, c'est cette vigilance permanente. Finalement, la boîte à outils est là, elle est bien remplie, on a le plan, le rythme, la compréhension des groupes, mais la vraie question, celle qui reste à la fin, elle est pour chacun de nous. Au-delà des techniques, quelle posture est-ce qu'on choisit vraiment d'incarner ?